Faire un film, ce n'est pas évident. Faire la suite d'un film, c'est encore moins évident. Faire la suite d'un film qui a laissé un tel impact culturel, c'est quasi impossible. Et pourtant, pour moi, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest est meilleur en tout point. What? Pour moi, il remplit la définition d'une suite réussie aussi bien pour les studios que pour le public. Du point de vue des studios, on a une suite qui a 2 fois plus de budget, qui est 2 fois plus grande, 2 fois plus spectaculaire, qui propose une histoire dès le début prévue en 2 chapitres, et qui a un fameux succès au box-office dépassant le billion. Pour le public, une occasion de suivre ces personnages qu'ils ont aimés dans le premier film, les voir dans une nouvelle aventure et les voir évoluer dans celui-ci. Divertissant, drôle, qui a parfaitement compris ce qui avait marché dans le premier, qui arrive à recapturer la même ambiance que le premier, tout en n'étant pas une copie vide, mais proposant un lot de nouveautés aussi bien dans l'histoire que dans l'ambiance. Et c'est vraiment un film que je défends bec et ongle parce que la plupart des gens avec qui je parle de ce film ne l'aiment pas du tout. Et à part l'argument que c'est une suite et que donc les gens, c'est une suite, c'est pas bon, je vois pas qu'est-ce qu'il n'y a à pas aimer dans ce film. Dead Man's Chest nous montre les conséquences de la fin du premier opus. Suite à l'arrivée à Port-Royal d'une tête d'autorité dans la Compagnie des Indes, le mariage de Will et d'Elizabeth est annulé et ils sont tous deux jetés au cachot pour avoir aidé Jack Sparrow à s'enfuir. Mais Beckett proposera vite un marché à Will pour se sortir de cette affaire. Il le charge de trouver Jack Sparrow afin de récupérer son fameux compas et le ramener à la Compagnie des Indes. William retrouvera Jack Sparrow, qui lui-même a ses propres soucis. Il est temps pour lui de payer la dette qu'il a envers David Jones. Comme je l'ai dit précédemment, l'ambiance et le ton du précédent Pirates des Caraïbes est parfaitement récupéré ici. L'humour est toujours excellent, surtout grâce à Jack Sparrow, mais pas que. Le film, assez intelligemment, ramène des personnages du premier film et réutilise certaines répliques qu'il sait cultes afin de les tourner en dérision. Alas, my children, this is the day you shall always remember as the day that you almost... Captain Jack Sparrow. Les personnages sont tous de retour, mais dans celui-là, ils ont ce qui me manquait un petit peu dans le premier film, de l'évolution. William Turner, dans ce film, va rencontrer son père, précédemment évoqué dans le premier film. Celui-ci, afin de sauver sa vie, a vendu son âme et est obligé de travailler dans l'équipage de David Jones. Suite à ces retrouvailles, Will va petit à petit obtenir une obsession, libérer son père. Ainsi et surtout vers la fin du film, William devient de plus en plus égoïste et ne travaille que pour sa propre cause. Et cela sera encore plus poussé dans le troisième film où il deviendra carrément un double et parfois un triple agent, et où petit à petit, son obsession l'éloignera d'Elizabeth Swann. Elizabeth dans ce film devient enfin, pour moi, un personnage intéressant. Bien qu'elle soit forte et qu'elle prenne des choix dans le premier film, ça reste tout de même la demoiselle en détresse, et ce qu'elle devient dans le deuxième, mais surtout dans le troisième, m'intéresse énormément. Peu après le départ de William à Port-Royal, elle décide elle aussi de partir à la recherche de Jack Sparrow. Plus le film avance, plus on a l'air de développer qu'elle en a assez d'être la fille parfaite de gouverneur, qu'elle rêve d'aventure, de liberté, presque de devenir un pirate en fait. En tout cas, en fin de film, elle a certainement la fourberie d'un pirate, car elle piège Jack Sparrow à une mort certaine afin d'avoir une chance de s'échapper. James Norrington est aussi de retour dans ce film. On apprend que suite à la poursuite du Black Pearl, il perd du tout, son bateau, ses hommes et son titre. Ainsi, il n'est plus qu'un homme crotté recherchant à tout prix le regain de son honneur. Et finalement, le dernier, mais non des moindres, Jack Sparrow. Captain. Jack a toujours été le personnage qui a le moins évolué dans cette saga car c'est un icône. Et c'est très dur de changer un icône sans s'attirer la fureur de ceux qui aiment la version précédente. Toutefois, et dans la même scène très chouette où l'on apprend qu'Elizabeth voudrait sa liberté, on apprend de même que Jack Sparrow au fond de lui pourrait être capable d'honnêteté et de courage. Et il les incarnera finalement en fin de film en revenant pour aider son équipage. À cette brochette de personnages connus mais aimés, on en rajoute des nouveaux, tout aussi intéressants. Tia Dalma, une sorcière vaudou, qui certes prend tout son ampleur dans le troisième film, mais qui, je suis désolé, rien qu'avec son accent, ça me fait triper de la voir à l'écran. Same story, different versions, and all are true. Et finalement, le meilleur antagoniste qu'on ait eu de toute cette saga, David Jones. La première apparition de David Jones est extrêmement travaillée. On le mentionne tout d'abord le représentant comme une menace. On parle de la terrible bête, le Kraken, qui travaille pour lui. Et finalement, après avoir rencontré son dangereux équipage, mélangé à la vie maritime, c'est petit à petit qu'on le dévoile, dans une scène calme, posée et cruelle. C'est vraiment un personnage qui a une énorme prestance, comme Barbossa dans le premier film, et bien qu'il ne puisse paraître que cruel dans ce deuxième film, on apprend de plus en plus sur lui, et dans le troisième film, toute une nouvelle facette de sa personnalité est découverte. Et au-delà de l'écriture et de la classe de ce personnage, il y a sa fabrication.
David Jones est rendu possible dans ce film grâce à la motion capture, qui consiste à capturer les mouvements et le jeu facial de l'acteur afin de moduler son visage et son corps en ce que l'on veut. C'est peut-être dur comme ça de se rendre compte, mais ça a demandé une tonne de travail, surtout pour les tentacules. Car chaque tentacule de David Jones doit avoir sa propre physique. Lorsque de l'eau passe dessus, lorsque le vent passe dessus, chaque tentacule doit bouger à sa propre manière. Ça demande énormément de travail et c'était pas du tout une science sûre à l'époque, en 2006. Il y avait déjà eu Gollum qui avait extrêmement bien marché, mais on n'était pas au stade où on l'utilise autant qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'effet est bluffant. Quand je vois ce film, j'ai franchement l'impression que David Jones est là, à côté de Jack Sparrow. Comme je l'ai dit et souvent dans les suites, l'action est beaucoup plus extraordinaire. On a à nouveau des combats navals, avec d'ailleurs le meilleur bateau de toute cette saga, le Hollandais volant. Matez-moi ce bateau, matez-moi ce design, qui en plus a des triples canons. La scène de l'attaque du Kraken. Qui est peut-être d'ailleurs la scène qui commence le plus à vieillir dans ce film. Mais surtout le duel aux épées à 3. Le truel, ce qui respecte tout à fait ce que faisaient déjà les combats dans le premier film à épée. On commence sur le sol, dans un combat traditionnel, et plus on avance dans le combat, plus les personnages se retrouvent dans des endroits incongrus, et pas du tout destinés à un combat. Mais ça donne des scènes tellement haletantes, tellement excitantes et tellement divertissantes à regarder. Et tout ça accompagné par la musique dantesque de Pirates des Caraïbes, réorchestrée et composée par Hans Zimmer cette fois-ci. Après m'être fait l'intégralité de tous les soundtracks de chaque film, j'ai un énorme respect pour Klaus Badelt, qui a composé la musique du premier film. C'est à lui qu'on doit le thème principal et la plupart des thèmes marquants de Pirates des Caraïbes. Toutefois, il n'y a pas beaucoup de variété dans les soundtracks du premier film, qui sont souvent des notes en suspens pour marquer l'ambiance, et où l'orchestre n'était pas vraiment très étoffé. Ici, Hans Zimmer amène la classe et la puissance qu'il sait amener dans ses compositions. Un orchestre beaucoup plus grand, beaucoup plus marqué par les percussions, ce qui donne un nouveau dynamisme aux musiques de Pirates des Caraïbes. Tout en composant de nouveaux thèmes marquants, le thème de David Jones, le thème du Kraken, et surtout, le Requiem de Jack Sparrow. J'adore ce film et c'est pour moi de loin le meilleur de la saga. Je le regarde encore et encore sans jamais m'en lasser. Si je devais coter ma satisfaction en regardant Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, elle serait de 19 sur 20. Price. Ceci conclut la deuxième vidéo marathon Pirates of the Caribbean. Je ferai celle consacrée au troisième film qui sortira probablement si tout va bien samedi. So tell me, what's become of my ship? Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.